Merci de nous retrouver dans le temps de l'info. Benyamin Netanyahou est aux États-Unis. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis le 7 octobre. Pour décrypter les mots du Premier ministre devant le Congrès américain, je suis toujours entourée de mes invités. Le Premier ministre israélien est donc arrivé lundi à Washington. Il s'est exprimé. C'est la 4e fois que cela arrive devant le Congrès américain, un record pour un dirigeant étranger. Dans un discours combatif, il a appelé hier les États-Unis et Israël à rester unis 9 mois après le début des combats dans la bande de Gaza. Écoutez. Mes amis, si vous ne devez garder qu'une seule chose de ce discours, rappelez-vous ceci. Nos ennemis sont vos ennemis. Notre combat est votre combat. Et notre victoire sera votre victoire. Oui. Madame l'ambassadeur, une réaction sur cette venue de Benyamin Netanyahou aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un contexte qui fait qu'il a absolument besoin de parler à Joe Biden? On rappelle que l'élection américaine, c'est dans quelques mois. Oui, absolument. Oui, il a besoin de parler pas seulement à Joe Biden, mais à Kamala Harris et également à Donald Trump, qui est son candidat préféré. Alors moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai regardé hier soir, ou cette nuit, le discours, c'est à quel point il a été applaudi. Et c'était ce qu'on appelle les standing ovation. Il faisait une phrase et tous se levaient et applaudissaient. Alors, sauf quelques démocrates, et puis certains étaient absents, dont Kamala Harris. Mais alors, il a eu, malgré tout, un succès qui contraste avec les manifestants qui étaient dehors et également les oppositions qu'il a en Israël. Et puis, évidemment, il a évoqué l'Iran. D'ailleurs, à un moment un peu curieux, puisqu'il y a un nouveau président en Iran, même plus ouvert, même si ça ne changera pas nécessairement beaucoup de choses, et en disant notre ennemi, c'est votre ennemi aussi, et donc on a besoin de l'Amérique. On est en ligne avec Boaz Bismuth, député du parti du Likoud. Bonjour, monsieur le député. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que Benyamin Netanyahou avait un message à faire passer à Joe Biden à quelques mois de l'élection américaine? Ben justement, dans cette phrase que nous venons d'entendre, c'est le message, en fait, de rappeler que la guerre qu'Israël est en train de mener, c'est aussi la guerre du monde libre. Ce que Netanyahou expliquait justement aux Américains, et c'était très très important, cette plateforme qui est le Congrès américain, dans le sens où cette guerre, elle n'est pas encore gagnée, on est en train de la gagner, mais elle va être encore longue, elle est dure, et on a besoin de cette légitimité internationale. Et qui dit légitimité internationale, commence par les États-Unis, quand même le leader du monde libre. Alors, ce qui était important hier, c'est en fait, on a enfin vu qu'Israël n'était pas seul, parce que depuis des semaines, des mois, on est en train de nous dire qu'Israël est seul, et qu'on a perdu aussi l'Amérique, bien sûr. Et bien sûr, les médias, comme d'habitude, mettent les caméras sur les campus américains et sur les détracteurs d'Israël et sur les manifestants contre Israël. Mais en fait, hier, vous avez vu un congrès américain, vous avez vu, c'est vrai qu'il y avait certains qui n'étaient pas là, mais la grande majorité était là. C'était pas un moitié verre plein, c'était 3/4 de la bouteille qui était pleine. Et tout le monde qui se lève avec des standing ovations, un premier ministre israélien qui est en guerre. Et ces Américains comprennent très bien que cette guerre est dure, qu'Israël n'est pas l'agresseur, que ce que certains médias essaient de faire, de réécrire l'histoire à temps réel, c'est complètement faux. On a été agressé le 7 octobre, on se défend et on doit gagner cette guerre, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, parce que sinon, quelle sera la morale de l'histoire? Et par une action terroriste, on réussit à changer ou à obtenir ce que l'on veut. Et c'est pour ça que les Américains, on l'a vu hier, ont très bien compris le message de Benyamin Netanyahou, que par ailleurs a été très très bien accueilli en Israël, même ses détracteurs, et il en a, c'est vrai, j'avoue, même eux hier ont applaudi le 4e discours de Netanyahou au Congrès américain. Certains disaient que ça va être un discours churchillien, c'était beaucoup plus. Boaz Bismuth, on sait que plus de 60 élus démocrates, dont l'ancienne speaker Nancy Pelosi, ont boycotté ce discours. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, certains ont boycotté et c'est dommage. Et c'est dommage parce que finalement, Nancy Pelosi et Benyamin Netanyahou sont avec nous. Je suis sûr que Nancy Pelosi n'est pas du côté du Hamas. Je crains un petit peu que, là aussi, on va mettre les caméras justement sur quelques-uns qui étaient absents. Encore une fois, Nancy Pelosi ne représente pas aujourd'hui, je pense, la majorité des Américains, y compris la majorité des personnes que l'on n'entend pas, qu'on n'interviewe pas dans les rues de Londres ou de Paris ou de Madrid, qui comprennent très bien la cause d'Israël. Et en ce qui concerne Kamala Harris, la vice-présidente,
elle aussi, elle n'était pas là hier, mais elle est en campagne électorale, c'est ce qu'elle a expliqué, et on comprend. Netanyahu, il faut savoir, après ce discours, va rencontrer le président Biden, bien sûr, qui l'a remercié, et il a très bien fait de le faire. Le président Biden s'est mis tout de suite aux côtés d'Israël, même s'il y avait certains malentendus concernant les munitions, concernant bien sûr l'histoire de 2 États. Et peut-être une chose très très importante à noter, on a beaucoup critiqué Netanyahou du fait qu'il ne parle pas du jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer à Gaza après? Alors là, je reviens au discours de 2015, je regarde le discours de 2024. Il y a une chose très importante qui s'est passée au milieu grâce au discours de 2015, les accords d'Abraham. Il a mentionné ça. Donc ce discours aussi, c'est de maintenir la coalition arabe que nous avons aujourd'hui, 2 traités de paix plus 4 supplémentaires avec les accords d'Abraham. Non seulement les préserver, mais en ajouter d'autres. Et avec cela, il y aura ce fameux restart après le désastre, le massacre, l'horreur du 7 octobre. Gallagher Fenwick, ne risque-t-on pas une division au sein du Congrès américain? Justement, c'est ça l'énorme risque, à mon sens, qu'encourt Benjamin Netanyahou. Je pense que les applaudissements que vous voyez à l'antenne ne sont pas à l'endroit de Benjamin Netanyahou, mais à l'endroit de l'idée de l'alliance entre les États-Unis, inaltérable, indéfectible, entre les États-Unis et Israël. Ce sont des applaudissements à l'idée que beaucoup de ces représentants se font de ce que doit être cette relation, mais aussi la sécurité d'Israël. Le risque, si vous voulez, que je vois, et c'est quand même très très rare, que des dizaines de démocrates, donc des membres de la Chambre et 2 sénateurs, boycottent un discours. C'est dire son extrême impopularité. C'est pas une décision anodine. C'est pas du tout anodin. C'est quelque chose de grave. Nancy Pelosi, à laquelle monsieur le député Bismuth faisait référence, a quand même publié un communiqué dans lequel elle dit, je cite, « Cette présentation est la pire jamais faite par un dirigeant étranger devant le Congrès ». Alors je suis d'accord que Nancy Pelosi ne représente pas tous les Américains. En l'occurrence, la 12e chaîne israélienne vient de faire un sondage qui montre que 72% des Israéliens souhaitent que Benjamin Netanyahou démissionne, car ils le tiennent pour responsable des massacres du 7 octobre auxquels M. Bismuth faisait référence à l'instant. C'est probablement le voyage le plus compliqué que Benjamin Netanyahou n'ait jamais entrepris aux États-Unis. Il a été organisé avant l'annonce du retrait de Joe Biden, mais il doit faire face à un Joe Biden qui ne se représente plus et qui essaye de lui imposer un plan de paix. Ça va être une conversation plus musclée que ce qu'elle a pu être jusqu'ici. Il a à faire face à une Kamala Harris qui fait tout pour le fuir, parce que la vérité, c'est que quand on a les moyens de la Maison-Blanche à disposition, on peut être devant un discours d'1 heure et faire campagne dans l'Indiana. Vous voulez dire que c'était un prétexte. Et la prochaine épreuve aussi, n'allez pas croire que Donald Trump est totalement acquis à Benjamin Netanyahou. Parce que c'est ça la réalité de ce voyage. C'est pour servir les intérêts personnels qui sont quand même, j'allais dire, en difficulté du côté de Benjamin Netanyahou. C'est aussi pour recoller les morceaux avec un Donald Trump qui a eu des mots très très crus, très vulgaires sur Benjamin Netanyahou, parce que Benjamin Netanyahou fait partie des personnes qui ont appelé Joe Biden pour le féliciter pour sa victoire en 2020, et Donald Trump, à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, nie cette victoire, il nie sa défaite, et donc il a dit « F him » dans la presse, à Barak Ravi, dans l'occurrence un journaliste israélien très connu qui a publié ses propos. Donald Trump a la dent dure et n'a pas la mémoire courte sur certains sujets, et notamment sur celui-ci. On voit que la mission, elle est quand même compliquée. Oui, Monsieur Bismuth, c'est vrai qu'au moment où il y avait ce fameux discours de Benjamin Netanyahou, il y avait dans le même temps des manifestations autour du Congrès américain, mais aussi à Tel Aviv, en Israël, pour réclamer l'arrêt des combats dans la bande de Gaza et la libération des otages. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'à côté du commentateur, il y avait aussi les images, pour qu'on voit un peu l'écart entre les comments, ce qui a été dit sur le discours, et comment les Américains ont reçu ce discours. Je m'explique. Il est évident qu'Israël aussi a des détracteurs. Il est évident qu'on a vu pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers de manifestants contre Israël à travers l'Europe et aussi en Amérique. Ça, c'est vrai. Mais ce sont des personnes aussi que, quand on entend un petit peu from the river to the sea, c'est même l'existence d'Israël qui est mise en question. C'est pas seulement le 7 octobre. Pour eux, le 7 octobre aurait dû même réussir, parce que moi, je n'ai même pas le droit, pas d'être en Judée-Samarie ou à Jérusalem, si vous voulez, Jérusalem-Est, mais carrément même à Tel Aviv. Alors ça, c'est une chose. La deuxième, quand vous dites qu'ils ont applaudi Israël et pas Netanyahou, heureusement, évidemment qu'ils applaudissent Israël, parce que nous partageons non seulement les mêmes valeurs, aujourd'hui, comme a dit le Premier ministre, aussi les mêmes
ennemis. Mais il faut savoir, en Israël, il y a des élections. Israël est une démocratie. Netanyahou n'a pas fait de coup d'État. Quand il vient là, il nous représente. Il représente ainsi moi de son parti politique, mais aussi l'opposition. Il vient parler à toute l'Amérique, pas aux démocrates et aux républicains, et il représente tous les Israéliens, droite comme gauche. Le troisième point, je pose la question à vous au plateau. Imaginez des élections en Amérique et M. Biden gagne les élections. Vous n'allez pas reconnaître les élections. Alors si M. Trump, évidemment, n'était pas content de ce que Netanyahou a fait, qu'est-ce qu'il a fait Netanyahou en fait? Responsable, Premier ministre de l'État d'Israël, Biden gagne les élections et il appelle pour le féliciter. Dites-moi vous, quelle est l'erreur ou est-ce qu'un président français n'a pas appelé Joe Biden pour le féliciter? Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je connais bien Donald Trump, pour l'avoir avant d'être politique. En tant que journaliste, je l'ai interviewé peut-être 17 fois, y compris à la Maison-Blanche. J'étais par ailleurs le premier à lui dire qu'il allait gagner en 2016. C'était à Nevada, à Las Vegas, je me souviens. Et pourquoi je vous dis ça? Je connais bien Donald Trump. C'est quelqu'un qui peut-être se fâche vite, a beaucoup d'instinct, d'instinct, mais c'est quand même quelqu'un qui comprend aussi que quand vous êtes leader d'un pays, d'abord il doit gagner bien sûr, mais quand vous êtes leader de l'Amérique, Israël c'est quand même son allié. Et ces deux personnes devront travailler ensemble. Mais d'abord, Donald Trump doit d'abord battre Kamala Harris et ce n'est pas encore gagné. Renaud Gérard, vous avez envie de répondre? Oui, non. Ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est que Benjamin Netanyahou n'a pas du tout souligné ou n'a pas du tout donné une vision de l'avenir, de quel pourrait être le nouveau Moyen-Orient, le nouveau Levant, le partage de cette terre qui s'appelle la Palestine mandataire et qui a donné Israël à partir de 1948, donc de la mer qui est la Méditerranée à la rivière qui est le Jourdain, et comment faire vivre ensemble dans cet ensemble. Il y a 7 millions de Juifs qui sont là et 7 millions d'Arabes pour la plupart musulmans. Comment on fait pour les faire vivre ensemble? Il nous a pas répondu là-dessus. Je l'ai interviewé il y a un mois. Mais il n'avait pas envie de répondre là-dessus. Il voulait des armes. Il voulait notamment des armes. Il voulait des armes. Alors il a joué beaucoup sur effectivement cette alliance ou cette amitié, parce que ce n'est pas une alliance. Il faut bien le dire. Ce n'est pas une alliance. Il n'y a pas de traité d'alliance entre les États-Unis d'Amérique et Israël. Il faut le rappeler à vos auditeurs. C'est très important, parce que nous, par exemple, nous Français, les Américains sont venus mourir sur notre sol en 1917, 1918 pour nous libérer, libérer la pression de l'attaque de l'offensive allemande. Il y a des dizaines de milliers de soldats américains qui sont morts pour notre liberté à nous Français. Mais 2 ans plus tard, ils nous ont abandonnés en 1920 lorsqu'ils ont refusé de signer le traité de Versailles qu'ils avaient pourtant négocié. Et lorsqu'en 1940, nous avions déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, au nazisme si vous voulez, et les Américains, on a demandé officiellement l'aide des Américains, ils ont refusé leur aide à la France en 1940. Et donc les Israéliens devraient être très méfiants, parce que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que c'est le renforcement de l'alliance entre Israël et l'Amérique, ou est-ce que c'est le dernier feu de paille de cette grande amitié? Et parce que ce dont j'ai peur pour Israël, si je me mets à la place des Israéliens, c'est qu'ils ont quand même perdu la bataille de l'information. Et auparavant, ils avaient beaucoup de soutien en Europe. Les Israéliens, ils en ont beaucoup. Oui, beaucoup moins. Et ils d'Israël devraient quand même réfléchir. dans le monde, oui. Je pense que dans la stratégie, là, il n'y a pas de vision d'avenir. Je pense que évidemment que Netanyahou a bien fait le job pour Israël, parce qu'effectivement le Congrès était quand même pratiquement plein, il y avait des ovations sans arrêt, etc. Donc Netanyahou a bien fait son job, mais c'est un job de court terme, et je pense que pour le moyen et le long terme, ils peuvent s'inquiéter, les Israéliens, non seulement du changement d'opinion des Européens, mais peut-être un jour de l'abandon, mais direct, je ne sais pas ce que pense le spécialiste, mais direct par l'Amérique, comme nous, les Américains nous ont abandonnés en 1940. Je vous fais réagir dans un instant, parce que vous disiez que Benyamin Netanyahou ne s'était pas exprimé sur la suite des combats, mais visiblement, justement, visiblement, il a envie de poursuivre, puisqu'il a demandé... Il a parlé de démilitarisation. Il a demandé une nouvelle aide. Il a parlé de une nouvelle aide militaire pour Israël. On écoute juste un extrait de son discours, du Premier ministre israélien.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill a fait appel aux Américains avec ces mots célèbres « Donnez-nous les outils et nous terminerons le travail ». Aujourd'hui, c'est le combat d'Israël sur le front de la civilisation. Et moi aussi, j'en appelle à l'Amérique. Donnez-nous les outils plus rapidement et nous finirons le travail plus rapidement. Oui, Jean-Éric Brana. Il n'y a pas de solution politique, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas tout à fait vu le discours Moi, je l'ai vu. comme Renaud. Non, je l'ai vu, mais je l'ai pas tout à fait vu comme vous. Visiblement, ce que j'ai vu, c'est un VRP qui venait chercher une aide militaire, effectivement. Rappelons que ce n'est pas les États-Unis qui l'ont invité, c'est le Congrès américain. Ce n'est pas le président Biden qui l'invite, oui. Ce n'est pas une visite d'État, c'est même pas une visite protocolaire. Tout ça, c'est très important. Il est venu renforcer l'amitié avec les parlementaires. Et ces parlementaires qui soutiennent Israël, qui soutiennent l'idée d'Israël, qui soutiennent l'idée de liberté dans la région et de démocratie, puisque, vu des États-Unis, c'est la seule démocratie du Proche-Orient sur laquelle s'appuient les États-Unis. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Et ce qui n'est vraiment pas faux. Oui. L'amitié, elle est bien plus forte qu'une simple alliance. Il ne faut pas oublier que le dôme de fer, c'est les Américains qui viennent la porter, qu'ils envoient des armes, qu'ils envoient de l'aide financière à Israël, qui est votée chaque année par le Congrès américain. C'est ça que Netanyahou est venu chercher en disant continuons s'il vous plaît, j'ai encore besoin de vous, même si ça pousse de tous les côtés, et le soutien politique plus grand avec l'État américain, eh bien, il va aller le négocier avec Biden. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui a passé beaucoup de pommade. N'oublions pas que les Américains soutiennent Israël, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est pas rien, et ce qui permet de maintenir les choses. Et puis, vis-à-vis de la Cour internationale de justice, dans laquelle, là aussi, les Américains défendent Israël de façon très forte. C'était même une des raisons pour laquelle Trump avait quitté l'UNESCO, parce qu'il trouvait que toutes les organisations internationales étaient un peu trop anti-israéliennes et que les Américains commençaient à être fatigués de cette situation. Donc en réalité, le lien, il est extrêmement puissant. C'est mais vrai qu'il n'y a pas une alliance, il n'y a pas de traité. Non, c'est pas une alliance. Je disais, le lien est puissant. C'est de l'amitié, on va dire. Voilà. Et c'est ça qu'il fallait retenir de cette chose-là, avec quand même un écueil pour Netanyahou, c'est que derrière, c'est peut-être Kamala Harris, c'est pas Trump qui sera au pouvoir. Et là, ça change un petit peu la donne, puisque à quoi faut-il s'attendre les 60 qui ne sont pas là. Est-ce que Benjamin Netanyahou a des raisons d'être inquiet? Mais oui, il a des raisons d'être inquiet. Ce sont les progressistes qui ne sont pas là. Elle a une ligne plus dure. Elle a une ligne plus dure que Joe Biden. Madame l'ambassadeur, elle a une ligne plus dure que Joe Biden, Kamala Harris. Bien sûr, mais en même temps, son mari est un avocat juif et qui lutte contre l'antisémitisme. Donc, elle ne va pas adopter non plus. Mais on peut lutter contre l'antisémitisme et ne pas être en accord avec la politique menée par Benjamin Netanyahou. Palestinienne, comme le sont la plupart des étudiants sur les campus qui nient en fait le droit à l'existence d'Israël. Donc effectivement, elle aura une position différente. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Elle en avait déjà fait part. Ça ne veut pas dire qu'elle va revenir sur le soutien à Israël. Moi, ce qui me frappe, et bon, encore une fois, je l'ai vu en entier hier. Alors d'abord, il était assez habile parce qu'il a fait applaudir des soldats qui étaient des héros, et il y avait parmi eux, il y avait un bédouin, donc musulman, il y avait un falacha, donc un juif d'Éthiopie, pour montrer que c'était pas uniquement Israël blanc et purement occidental. Donc ça, c'était assez habile de sa part. Mais ce qui est inquiétant sur le long terme, c'est qu'en réalité, il a les députés, enfin les représentants et les sénateurs qui ont un certain âge, qui appartiennent à une certaine génération. Moi, quand je vivais à New York, c'était 100% en faveur d'Israël. Mais aujourd'hui, dans les universités et dans les grandes universités, ce n'est pas le cas. Donc il y a effectivement une génération, et l'avenir d'Israël, c'est pas uniquement les mois ou les années qui viennent maintenant, et la lutte contre le Hamas à la suite du 7 octobre. Oui. Dans les universités, il faut souligner aussi que dans les universités, ce ne sont pas tous les étudiants, hein. Ce sont des minorités agissantes. C'est comme si on disait que
que l'ensemble de Sciences Po à Paris était pro-palestinienne. C'est faux. Moi, je donnais quoi à Sciences Po? C'est faux. C'est qu'il y a des minorités agissantes qui font parler d'elles, qui investissent les universités, etc. Absolument. Mais je ne pense pas que la majorité des étudiants américains soient anti-israéliens. Oui, Boaz Bismuth est toujours avec nous, monsieur le député. Un haut responsable américain parle d'un accord de cessez-le-feu, qu'on n'en serait pas loin, que c'est en voie de conclusion. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Ben moi, j'espère non seulement un cessez-le-feu, j'espère aussi la fin de la guerre et pourquoi pas aussi des accords de paix. Mais pour l'instant, et Netanyahou l'a très bien expliqué hier, le Premier ministre, ben il faut d'abord gagner la guerre. C'est pour ça que quand j'écoutais le très bon commentateur Renaud Girard parler que ce qui lui manquait de le discours, c'est le jour d'après, ben finalement, entre les lignes, il y avait ce jour d'après. Quand Netanyahou a parlé de renforcer les accords d'Abraham, si vous voulez, et ben quand il parle de ça, carrément le pacte d'Abraham, et ben c'est ça, je pense, qui va un petit peu créer ce jour d'après à Gaza. Mais pour arriver là, eh ben, il faut démanteler un régime terroriste à Gaza. Vous voulez quoi? Si ce n'est pas pour Israël, au moins pour les Palestiniens, ils méritent un meilleur régime qu'un régime du Hamas. Alors c'est pour ça qu'à cesser le feu, tant que les otages, tous les otages ne reviennent pas en Israël, tous les otages, que déjà ça va être une cicatrice à vie, une cicatrice saignante, l'histoire des otages, que lorsqu'ils vont arriver, ils vont rentrer à la maison, ils vont pas être les mêmes qu'avant. Et la deuxième chose, il est inconcevable d'un arrêt de cette guerre avec un Hamas qui reste sur terre. Et j'ai beaucoup entendu sur le plateau parler de munitions, il est parti demander de la munition, comme si Israël était là, le grand guerrier qui cherche la guerre constamment. Je rappelle encore une fois, que ce soit du Hamas, que ce soit Jenin au centre, que ce soit Hezbollah dans le nord, que ce soit les Houthis dans la mer Rouge, que ce soit l'Iran elle-même, tous ont agressé Israël depuis 7 mois. Moi, je n'ai pas encore vu, j'étais journaliste de guerre, j'ai couvert la guerre en Irak, en Afghanistan, au Kosovo, en Libye, j'étais au Rwanda. J'ai jamais vu une guerre faite avec des bonbons. Merci. Merci Boaz Bismuth, député du Likoud, d'avoir été avec nous.